Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les représentants d'institutions internationales, partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, national et international, je vais distinguer notre partenaire, M. Sultan Ben Sulayem, chairman de Dubai Port Board, mais également tous les CEO ici présents et le représentant d'Africa 50, cher Alain Robisset, le président d'Afrique Exim Bank, le professeur Roman, ainsi que les distingués invités à cette rencontre du Népal, une rencontre africaine. Mesdames et Messieurs, une semaine après la deuxième conférence internationale de Dakar sur l'agriculture, le Sénégal se réjouit d'accueillir ce second sommet sur le financement des infrastructures en Afrique. Je souhaite ainsi la bienvenue et un agréable séjour à nos hôtes. Je remercie particulièrement, cher Paul, pour ton leadership dynamique à la tête du comité d'orientation du Népal. Et je salue l'intérêt constant que tu as toujours accordé à la promotion des infrastructures en Afrique. Il y a exactement un an, tu étais avec nous ici à Diamniadio, à Dakar, à l'occasion de l'inauguration du stade président de la Ouad, de face au SICAD. Te voici à nouveau parmi nous en tant que dirigeant du Népal, mais également comme locomotive de ce grand chantier des infrastructures en Afrique. Et je remercie nos frères, le président Abdelmajid Tebboune d'Algérie et Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte d'avoir bien voulu envoyer des délégations de haut niveau représentées par le Premier ministre respectif, le Premier ministre Ben Abdelrahman et Madbouli, pour vraiment donner également l'engagement de ces deux grands pays, membres fondateurs du Népal, pour montrer encore une fois leur détermination à faire du Népal une réalité de tous les instants pour les Africains. Merci, notre cher frère Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Merci d'être encore parmi nous une semaine après le Dakar 2 de l'agriculture. Nous avons presque kidnappé ainsi que la PDG du Népal. On ne dira jamais assez que l'infrastructure est le nerf du développement. Il est également le fil conducteur de l'intégration, parce que c'est elle, l'infrastructure, qui soutient l'activité économique et assure la mobilité indispensable au processus de développement. Or, en Afrique, notre déficit d'infrastructure ou notre déficit en infrastructure physique et numérique reste encore très élevé. Ainsi, malgré la disponibilité d'abondantes sources d'énergie qui aident à éclairer le monde, plus de 600 millions d'Africains n'ont pas encore accès à l'électricité. Un paradoxe. Et dans nombre de nos pays, le transport routier et ferroviaire reste encore problématique. Il en est de même pour le transport aérien, où pour voyager, très souvent, d'un pays africain à un autre, on est parfois obligé de sortir du continent pour y revenir. Pour les infrastructures numériques, malgré les progrès accomplis, le taux de connexion sur le continent reste encore faible, 36%, contre une moyenne mondiale de 62,5%. On pourrait multiplier les exemples. C'est pour remédier à cette situation que l'Union africaine, le Népal et la Banque africaine de développement ont lancé en
juillet 2010 à Kampala le programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA, pour stimuler la réalisation des projets d'infrastructures transfrontaliers dans les secteurs des transports, de l'énergie, de l'eau, des TIC, entre autres secteurs. 4 ans plus tard, exactement en juin 2014, nous avons tenu ici à Dakar le premier sommet sur le financement du PIDA et lancé un plan d'action prioritaire de 16 projets. Dans la même foulée, Africa 50 a été créé en tant que plateforme d'investissement dans les infrastructures pour passer de la vision à l'action. Je voudrais féliciter le CEO d'Africa 50 pour les résultats très appréciables qui ont été notés pour cette plateforme. Les difficultés structurelles et les effets de la pandémie Covid-19. Il faut reconnaître que l'Afrique est en chantier. À titre d'exemple, avec un prêt de la BAD, le Sénégal et la Gambie se sont associés pour réaliser en 4 ans le pont sur la Sénégambie, sur le fleuve Gambie, qui s'appelle Pont Sénégambie. Une doléance vieille de plus de 60 ans, que nous avons satisfaite depuis janvier 2019, en assurant la fluidité du transport entre les deux pays et vers les régions sud du Sénégal. En novembre 2021, le Sénégal et la Mauritanie ont lancé le chantier du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal, qui est en cours de réalisation pour une durée de 30 mois. Donc, dans quelques mois, nous allons inaugurer cette infrastructure majeure qui a été aussi financée avec le concours de la BAD, de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement. Ce pont est un chaînon du processus d'intégration africaine en tant que partie intégrante du corridor transfrontalier Tanger, Casablanca, Nouakchott, Dakar, Abidjan et Lagos. Donc c'est cet axe qu'il permet de relier en continuité terrestre. Par ailleurs, sur le continent, je sais que les mêmes efforts de construction d'infrastructures, d'interconnexion par des financements publics se suivent dans l'esprit du NEPAD. Il faut s'en féliciter. Et nous serons très intéressés d'apprendre certaines expériences, notamment en Algérie, au Rwanda, sur les TIC et dans d'autres pays, comme l'Égypte. Il serait intéressant que ces expériences soient connues également, afin que nous puissions partager les bonnes pratiques en matière de développement et de financement des infrastructures publiques. Alors je n'oublie pas le rôle essentiel du secteur privé, dont le mérite est de montrer que les infrastructures en Afrique peuvent également être rentables. Je citerai à titre d'exemple un méga projet au Sénégal, le port en eau profonde de Ndayane, adossé à une zone économique spéciale que le Sénégal développe à quelques kilomètres d'ici avec notre partenaire Dubai Port World pour un coût initial de 837 millions de dollars. Projet donc public-privé dans sa première phase pour atteindre plus du milliard de dollars dans sa seconde phase. Alors c'est le plus gros investissement privé au Sénégal. Thank you very much, Chairman Sultan. We are very proud of our partnership, and we hope on this February we will start the work on the site. Nous allons vraiment le support, nous avons levé toutes les contraintes liées au financement et l'État a assumé toutes ses obligations pour que ce travail, ce chantier énorme puisse démarrer. Alors c'est pour encourager, mesdames et messieurs, ce partenariat public-privé que nous tiendrons prochainement le forum Invest in Sénégal sous l'égide
de l'Agence de la promotion des investissements et des grands travaux APIX. Mesdames et messieurs, le progrès du continent en matière d'infrastructure, ces progrès sont réels, mais les défis le sont tout autant. Pour les infrastructures en Afrique, rapport publié au mois de décembre dernier, le financement des infrastructures en Afrique s'élève à 81 milliards de dollars en 2020, c'est levé en 2020 à 81 milliards, contre 100 milliards de dollars en 2018. Il y a eu un recul que nous pouvons comprendre avec la Covid. Et je rappelle que ce consortium pour les infrastructures en Afrique a été mis en place en 2005 à Glen Eagles, lors du sommet du G8, d'alors devenu depuis G7, et il rassemble autour de la Banque africaine de développement les principaux partenaires bilatéraux et les banques de développement actives sur le continent. C'est vrai que, comme je l'ai rappelé, l'impact de la pandémie a freiné nos efforts sur les infrastructures, avec naturellement le ralentissement de l'activité économique et surtout la réorientation des dépenses publiques vers des urgences sanitaires et sociales. Mais même sans ces difficultés conjoncturelles, l'Afrique a toujours payé très cher ses projets à cause des taux d'intérêt élevés. Je crois que là, il nous faut engager une sérieuse discussion avec nos partenaires. En outre, pour des financements aussi lourds et des infrastructures de longue durée de vie, comme le chemin de fer, nos pays sont souvent tenus de rembourser leurs dettes dans des délais très courts. C'est là le paradoxe, à quelques exceptions près. Pour reconnaître qu'il y a encore des financements concessionnels, pas très importants en volume comparé aux besoins, mais il s'agit tout de même de saluer et de reconnaître les efforts des partenaires bilatéraux et multilatéraux qui accompagnent l'Afrique sur le financement des infrastructures lourdes. En même temps, la problématique du financement restera entière tant que perdurent les règles et pratiques de la gouvernance économique et financière mondiale actuelle qui entravent l'accès des pays africains à des ressources conséquentes et à des conditions soutenables. Je pense entre autres aux notations abusives de certaines agences d'évaluation et surtout à la perception du risque d'investissement en Afrique, risque toujours plus élevé, on le sait, que le risque réel. Et nous payons très cher ces assurances. Pour prendre un exemple simple dans les financements à l'export, les fameux Exim Bank, si les taux apparaissent faibles autour de 2,5%, parfois 3%, il faudra rajouter les 10-12% de taux d'assurance. Donc c'est ça la réalité au quotidien que les pays subissent. Et il est extrêmement difficile dans ces conditions d'assurer le financement d'une infrastructure durable. Alors tout au long de mon mandat à la tête de l'Union africaine, j'ai constamment posé le débat, notamment à l'OCDE, au G7, au G20 et aux Nations Unies, sur les conditions de financement de nos économies, en particulier pour ce qui concerne les infrastructures. Il me semble donc important, à cette occasion du Dakar 2, sur le financement des infrastructures, que nous puissions continuer à porter le plaidoyer, je compte sur le président Kagame, sur le président de la Commission et sur tous les leaders africains, à porter ce plaidoyer dans le cadre de nos échanges sur la réforme de l'architecture financière mondiale. Mais nous devons également relever les défis de la planification et de l'ingénierie technique et financière des projets pour les rendre bancables.
Ainsi, 61% des 69 projets qui ont été cités dans le film tout à l'heure, qui constituaient le second plan d'action prioritaire du PIDA, 61% n'ont pas encore fait l'objet d'études de faisabilité pour être susceptibles d'attirer des investisseurs privés. Il y a donc lieu de créer une synergie entre les banques multilatérales de développement, les partenaires techniques et financiers et le fonds de préparation des projets de haut impact pour améliorer les études de faisabilité des projets prioritaires. J'espère que la présentation de 20 projets sélectionnés dans le cadre des boardroom sessions qui vont venir après cette cérémonie pourra servir de cas d'école pour aider à lever les obstacles sur ces différentes étapes. En même temps, nous gagnerions à apprendre les uns des autres en échangeant davantage sur nos expériences respectives en matière de préparation et d'exécution, mais aussi d'exploitation des projets. C'est comme ce projet du TR qu'on vient de voir, dont je vois une polémique surprenante, un projet entièrement financé par l'État du Sénégal en pleine propriété, qui a recruté une compagnie rompue à la tâche pour conduire dans la sécurité maximale, la sécurité des passagers de ce train. On revient toujours sur des polémiques sans lendemain, et ça aussi, quelque part, c'est ce qui freine l'Afrique. L'autoflagellation permanente, on trouve toujours des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de peindre en noir ou en bleu ou en je ne sais quelle autre couleur les efforts qui doivent être la fierté de notre continent. Et moi, je suis convaincu que l'Afrique ne doit rien envier à personne. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire de notre continent le plus beau continent du monde. Nous avons tout ce qu'il faut. Notre élite, et c'est là où le bas blesse en Afrique, soit engagée dans le progrès du monde. Et non pas au service de caisse de résonance à des puissances perdues ou à des gens pour qui l'Afrique ne fera rien de bon. Et je pense que nous sommes là justement pour prouver le contraire. Et prouver le contraire, c'est de continuer la marche en avant de notre continent. C'est là la finalité de ce sommet aujourd'hui de Dakar que je voudrais maintenant déclarer ouvert. Et je vous remercie de votre